Elle a rejeté ma demande en mariage en disant « Je sors avec quelqu'un d'autre » devant toute ma famille. Alors, je suis parti, et je ne me suis jamais retourné. Aujourd'hui, elle est devenue un mème viral, et son nouveau copain l'a quittée pour sa cruauté. L'arôme de l'ail et du basilic frais flottait lourdement dans l'air, se mêlant au tintement léger des couverts et au murmure doux des conversations joyeuses. Je regardais autour de la salle privée du Giovanni S, un restaurant italien chaleureux que ma mère adorait. Mes parents, David et Suzanne, souriaient radieusement au bout de la table, les mains entrelacées autour d'une bouteille de Chianti commémorative. 30 ans. 30 ans depuis qu'ils s'étaient tenus devant un hôtel, jeunes et pleins de rêves, unis par un amour immense. Ce soir-là ne célébrait pas seulement leur anniversaire de mariage, mais aussi les 60 ans de ma mère, une double fête que j'avais planifiée dans les moindres détails. Mon frère Marc était assis en face de moi, taquinant sa femme, Sarah, sur son terrible accent italien. Ma tante Carole et mon oncle Rick débattaient avec animation de leur dernière croisière. Mon cousin Alex, toujours collé à son téléphone, laissait parfois échapper un petit rire à ce qu'il voyait en ligne, mais même lui leva les yeux pour sourire lorsque mon père raconta une blague particulièrement idiote. C'était ma famille, bruyante, aimante et farouchement loyale. Et ce soir-là, j'espérais que Claire en devienne une partie permanente. Claire, elle était à mes côtés, éblouissante dans sa robe bleu saphir, ses cheveux blonds brillants sous la lumière tamisée. Elle avait ce talent naturel pour charmer tout le monde, et ce soir-là ne faisait pas exception. Elle avait passé le début de la soirée à divertir mes parents avec des anecdotes de son travail dans le marketing, les faisant rire avec des plaisanteries autodérisoires sur les clients difficiles. J'échangeai un regard avec ma mère, qui me fit un signe discret, approbateur. Mon cœur se gonfla. C'était le moment. Nous étions ensemble depuis 5 ans. 5 ans de premiers rendez-vous, d'appartements partagés, de soirées cinéma tranquilles et de grands rêves. Je me souvenais de la première fois où je l'avais présentée à ma famille, elle était nerveuse, mais en quelques minutes, elle les avait conquis, plaisantant avec mon père et discutant d'art avec ma mère. Elle s'était simplement fondue parmi nous, du moins, c'est ce que je croyais. Nous avions parlé du mariage à demi-mot, mais toujours avec un futur qui incluait « nous ». J'avais repoussé la demande, voulant être sûr, attendre le moment parfait. Et avec l'anniversaire de mes parents, cette soirée me semblait écrite par le destin. Un nouveau départ, bâti sur les fondations d'un amour durable. Dans ma poche reposait, dans un petit écrin de velours, la bague de fiançailles de ma grand-mère, une simple alliance en or ornée d'un unique et élégant diamant. Elle se transmettait de génération en génération, symbole d'un amour éternel dans notre famille. Je l'imaginais aux doigts de Claire, scintillant comme une promesse. Mon pouce caressait le bord de la boîte, sentant son poids léger. Mes mains tremblaient, un mélange de nervosité et d'une émotion écrasante. Cette nuit allait être l'une des plus belles de nos vies, de ma vie, de notre vie. Le dîner toucha à sa fin, les assiettes furent débarrassées, et les cartes des desserts commencèrent à circuler. Je croisai le regard de Marc. Il savait ce qui allait se passer. Il me fit un clin d'œil rapide, encourageant. C'était maintenant ou jamais. Je pris une grande inspiration pour calmer mon cœur qui battait à tout rompre. Je repoussai ma chaise, attirant l'attention de tous. Le silence s'installa autour de la table. Ma mère me regarda, les yeux pleins de cette intuition typiquement maternelle. Claire, elle, ne sembla presque pas remarquer. Elle faisait encore défiler son téléphone du bout du doigt, l'air distrait habituel. Je me raclai la gorge, le son résonna étrangement fort dans ce silence soudain. Tout le monde. Commençai-je d'une voix un peu tremblante, mais assurée. Je voulais juste dire quelques mots. Ce soir est incroyablement spécial. 30 ans, maman et papa, c'est un héritage incroyable d'amour et d'engagement. Et maman, joyeux 60e anniversaire. Vous m'avez montré ce qu'est un véritable partenariat. Je les regardais sourire, ma mère déjà émue. Puis je me tournai vers Claire, la fixant droit dans les yeux. Ils s'écarquillèrent, soudain conscients de tous les regards braqués sur elle. J'y vis une lueur, pas d'excitation, mais peut-être d'agacement. Je chassai l'idée. Ce devait être le trac. Claire. Continuai-je, ma voix se remplissant de tout l'amour et l'espoir que je ressentais. Depuis 5 ans, tu es une partie incroyable de ma vie. Tu m'as mis au défi, tu m'as fait rire, tu m'as fait voir le monde autrement. Tu as conquis ma famille et tu es resté à mes côtés dans chaque épreuve. Tu es ma meilleure amie, ma confidente, et la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie.
Je mis un genou à terre, sentant le sol dur sous moi. La salle tout entière retint son souffle. Mon cousin Alex, pour la première fois, pointait son téléphone vers autre chose qu'un écran. J'ouvris la petite boîte de velours, révélant le diamant étincelant. « Claire, dis-je en la regardant, le cœur battant à tout rompre. Veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux du monde? Veux-tu m'épouser » Un souffle collectif parcourut la salle. La main de ma mère vola à sa bouche. Les yeux de mon père brillaient d'émotion. Mais Claire. Claire ne soupira pas, ne sourit pas, ne parut même pas surprise. Elle semblait irritée. Agacée. Elle poussa un soupir bruyant et théâtral, le son même de l'exaspération. Elle leva subtilement les yeux au ciel, à peine perceptible, avant de parler. « Oh, Dylan. Mon Dieu, quelle situation embarrassante. Relève-toi, tu attires l'attention. » Mon sang se glaça. Je restai à genoux, la boîte toujours ouverte dans ma main. Confus. Ma mère, pâle, murmura faiblement. « Claire, chérie. » Claire l'ignora. Elle se pencha légèrement en avant et sa voix fendit le silence atterré, haute et claire. « Non, je ne peux pas, écoute, je ne voulais pas faire ça comme ça, mais tu m'y as forcé. Je sors avec quelqu'un d'autre. Il s'appelle Adrian. Nous sommes ensemble depuis 6 mois. » Ces mots me frappèrent comme un coup physique. 6 mois. Une moitié d'année. Pendant que je préparais cette soirée, pendant que j'économisais pour notre avenir, elle était avec un autre. 6 mois de mensonges, de sourires faux, de gestes fins. Ma vision se brouilla. Autour de la table, des fourchettes tombèrent sur les assiettes. Les conversations joyeuses s'éteignirent, remplacées par un silence collectif et horrifié. Les sourires radieux de ma famille se figèrent, puis se brisèrent en expressions de choc et de dégoût. Mon cousin Alex, toujours le téléphone à la main, avait le visage traversé par une colère pure et brûlante. Le seul son audible était celui de mon cœur battant furieusement. Le silence dans la salle devint presque une entité vivante, lourde, suffocante. Pendant de longues secondes, je restai agenouillé, la boîte encore ouverte, le diamant me narguant de son éclat indifférent. Mon esprit tentait de comprendre ces mots, de les ajuster à une réalité possible. Je sors avec quelqu'un d'autre. Adrian. 6 mois. Le chiffre résonnait dans le vide de mon esprit. 6 mois plus tôt, c'était avril. Je me souvins d'Avril, je l'avais aidé à faire sa déclaration d'impôt. Je l'avais emmenée à la montagne le temps d'un week-end parce qu'elle disait manquer d'inspiration. Je l'avais consolée quand elle avait pleuré après une dispute avec son patron. 6 mois de ma vie, de mon amour, de mon soutien inconditionnel n'avaient été qu'un mensonge. Je n'étais pas son compagnon. J'étais l'idiot utile, celui qui payait les factures. Le choc initial, cette brûlure blanche de l'incrédulité, s'effaça peu à peu, remplacée par quelque chose de plus froid, de plus lourd. Une lucidité glaciale. Chaque soirée tardive au bureau, chaque fois où elle tournait son téléphone loin de moi, chaque réponse évasive, chaque moment de distance émotionnelle, tout prit sens. Le puzzle que j'essayais de résoudre depuis des mois n'avait jamais eu de pièce manquante. C'était un puzzle totalement différent, et je n'avais même jamais eu le droit de voir la boîte. Je la regardais. Le visage de Claire ne montrait ni remords, ni tristesse. Il y avait dans ses yeux une lueur de triomphe, un petit sourire arrogant flottant sur ses lèvres. Elle avait réussi. Elle avait lâché la bombe et savourait la destruction. Elle voulait une scène. Elle voulait le drame. Elle voulait le pouvoir. Et, à cet instant précis, je sus que je ne lui offrirais rien de tout cela. Mon corps bougea avant que mon esprit ne le rattrape. Je me relevai lentement, les articulations raides, comme si j'avais vieilli de 10 ans en une seconde. Mon regard glissa de son visage vers la bague dans ma main. D'un geste silencieux et délibéré, je refermai la boîte de velours. Le clic sec résonna dans l'air, net, définitif comme un coup de feu. C'était le son d'une porte qui se fermait à jamais. Je la fixai directement, le visage impassible. Je ne ressentais ni colère, ni envie de crier. Rien. Un vide profond, creux, là où 5 ans de ma vie avaient existé. Je comprends, dis-je d'une voix étrangement calme, dénuée de toute émotion. Elle ne semblait même plus m'appartenir. Merci pour ta franchise. Je n'attendis pas de réponse. Je me tournai vers mes parents. Ma mère pleurait ouvertement maintenant,
des larmes silencieuses roulant sur ses joues. L'expression de mon père était de pure rage contenue, ses poings serrés sur la nappe. J'avais apporté cette humiliation au cœur même de leur célébration. C'était la seule pensée capable de percer la brume de mon esprit. « Maman, papa, dis-je, la voix s'adoucissant légèrement. Je suis désolé d'avoir gâché votre anniversaire. » Mon père commença à dire quelque chose en se levant, mais je fis un léger signe de tête. Je déposai ma serviette pliée à côté de mon assiette intacte de tiramisu. Puis je me retournai et partis. Je ne courus pas, je ne partis pas en furie. Mes pas étaient mesurés, fermes. Je traversai la salle principale du restaurant, entre les regards curieux et inconnus, jusqu'à la lourde porte en bois à l'entrée. En passant près de notre table, je vis mon cousin Alex. Il tenait toujours son téléphone, mais ne regardait plus l'écran. Il me fixait, le visage dur, glacé par une colère maîtrisée. Il savait. Ils savaient tous. Je poussai la porte et sortis dans la nuit froide d'octobre. L'air dehors semblait pur, tranchant. Je respirais profondément, encore et encore. Je ne me retournai pas. Je continuais simplement à marcher le long de la rue, m'éloignant des lumières chaudes du restaurant pour m'enfoncer dans l'obscurité silencieuse. Je n'avais pas de destination, je savais seulement que je ne pouvais pas revenir en arrière. Je finis par arriver chez mon frère, Marc. Je ne me souvenais même plus vraiment du trajet. Il ouvrit la porte, vit mon visage livide et me prit simplement dans ses bras. Pas de questions, pas de phrases creuses. Il me conduisit jusqu'au canapé, posa un verre de whisky dans ma main et laissa le silence faire le reste. Les 2 jours suivants furent comme un brouillard. J'allais du canapé à la chambre d'amis, me sentant comme un fantôme errant dans la vie de quelqu'un d'autre. Mon premier acte d'autoprotection fut chirurgical. Je pris mon téléphone et, d'un geste mécanique, bloquai le numéro de Claire. Puis je passai sur toutes les plateformes Facebook, Instagram, tout et bloquai son profil. Aucun message de colère, aucun discours dramatique. Juste une disparition numérique, propre, silencieuse. Elle était une tumeur et je l'excisais. Ma famille m'envoya une avalanche de messages inquiets. Je répondis à tous avec une seule phrase copier-coller. Je vais bien. Je suis en sécurité chez Marc. J'ai juste besoin de temps. S'il vous plaît, ne la contactez pas. Une limite simple. La première que j'avais posée depuis des années. Le 3e matin, je me réveillai au son du téléphone vibrant sans arrêt sur la table de nuit. Ce n'était pas clair. C'étaient les autres. Des dizaines de notifications, de messages d'amis que je n'avais pas entendus depuis des mois, des appels manqués. Un message de Marc lui-même. Regarde Internet. Alex a fait quelque chose. Une pointe d'appréhension me traversa. J'ouvris le navigateur. Ce ne fut pas difficile à trouver. Une vidéo publiée sur YouTube, relayée sur Reddit et Twitter, explosait déjà en nombre de vues. Le titre était simple et brutal. La petite amie de mon cousin depuis 5 ans rejette sa demande en mariage en révélant sa trahison devant toute la famille. Alex avait monté la vidéo à la perfection. Elle commençait à la fin de mon discours ému, ma voix pleine d'amour et d'espoir. Puis on voyait la salle, les visages souriants de ma famille. Moi, à genoux, tendant la bague comme une offrande. Et enfin, la performance de Claire, en haute définition, d'une clarté cruelle. Son soupir condescendant. Son regard ennuyé, glacial. Ses mots, nets et tranchants, amplifiés par l'acoustique du restaurant. Relève-toi. Tu attires l'attention. Je sors avec quelqu'un d'autre. Il s'appelle Adrian. Nous sommes ensemble depuis 6 mois. La vidéo ne montrait pas la suite. Elle se terminait sur une image figée de mon visage, un masque de désespoir et d'incrédulité alors que je me relevais lentement. C'était dévastateur, et parfait. Internet fit ce qu'Internet sait faire, juger, vite et sans pitié. Le hashtag Tindilan devint viral. Claire fut condamnée unanimement. Les gens lui trouvèrent des surnoms, la briseuse de fiançailles, la Jézabel du Giovanni-S. Les mêmes apparurent presque instantanément. Son visage hautain fut collé sur des affiches de méchantes de films. Le mien, ravagé, accompagnait des légendes comme le moment où il a compris que sa copine était un service par abonnement. Les conséquences pour elle furent catastrophiques. Les internautes, curieux, retrouvèrent ses réseaux sociaux avant qu'elle ne puisse les passer en privé.
Ils découvrirent son emploi dans le marketing. Ils découvrirent Adrian. Et Adrian, visiblement, n'était pas prêt pour ce genre d'exposition. C'était un consultant en images de marque autoproclamé, dont la présence en ligne était une vitrine soigneusement construite de voyages de luxe, de citations inspirantes et de séances photos mises en scène. Être publiquement associé à un acte aussi cruel fut un coup direct porté à sa précieuse image. Sa réponse fut rapide et impitoyable. Il publia une déclaration affirmant avoir été profondément trompé par une femme instable. Il prétendit que Claire lui avait fait croire qu'elle était dans une relation ouverte, et qu'il ne savait rien de la demande en mariage. Il se présenta comme une autre victime de sa manipulation. Puis, selon un ami commun incapable de résister à la tentation du ragot, Adrian l'appela dans une crise de rage désespérée pour lui hurler qu'elle avait ruiné sa réputation avant de la bloquer partout. Il l'avait jetée avec la même facilité et la même cruauté qu'elle m'avait jetée, moi. L'ironie était si épaisse que j'en aurais presque ri. 6 mois passèrent. 6 mois de thérapie, de reconstruction silencieuse, de réapprentissage du sommeil. J'avais déménagé dans un nouvel appartement, un grand loft lumineux en centre-ville, entièrement à moi. J'avais canalisé toute mon énergie brisée dans le travail, dirigeant un projet de design pour un nouveau musée de la ville, salué par la critique. Je guérissais. La blessure existait encore, sensible, mais elle ne me faisait plus mal à chaque respiration. Elle devenait une cicatrice, un rappel discret d'une bataille que j'avais survécue. Et puis les messages commencèrent. Un texto venu d'un numéro inconnu. Dylan, je sais que tu me détestes. Je le mérite. Mais cette vidéo a détruit ma vie. J'ai perdu mon emploi. Adrian m'a quitté. Mon propriétaire m'expulse. S'il te plaît, on peut parler. Ce n'est pas juste. Je restais à fixer le message, ressentant une distance glaciale. Ce n'est pas juste. L'audace pure de ces mots. Elle ne comprenait toujours pas. Elle n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait, elle était désolée des conséquences qu'elle subissait. Je vis la tentative d'inverser la faute, la supplique pathétique pour obtenir de la pitié. Je supprimai le message et bloquai le numéro sans hésiter. Une semaine plus tard, mon téléphone sonna. C'était Michel, la sœur de Claire. J'hésitais, puis je décrochai, mettant sur haut-parleur. « Dylan, tu dois lui parler, » dit Michel, la voix tendue de frustration. Elle est en morceaux. Elle ne sort plus de chez elle. Peut-être que toi, tu es passé à autre chose, mais elle paie un prix très lourd. Ton cousin a ruiné sa vie en publiant cette vidéo. Encore la culpabilité, jamais dirigée vers la bonne personne. Michel, répondis-je calmement, d'un ton ferme. Mon cousin a publié la vérité. Ce qu'elle a fait. Les conséquences sont les siennes. S'il te plaît, ne me contacte plus à ce sujet. Je raccrochai avant qu'elle puisse répliquer. La limite tenait bon. La dernière tentative de cette période fut la plus révélatrice. Une semaine après cet appel, je quittais le bureau quand je vis un appel manqué d'un numéro inconnu, suivi d'un message vocal. Je l'écoutais dans la voiture. C'était clair. La victime suppliante avait disparu, remplacée par une amertume brute, déchaînée. Parfait. Ignore-moi. Sois lâche. Tu crois être si parfait? Toi et ta famille parfaite. Tu m'as fait ça exprès. Tu as planifié cette demande pour m'emprisonner, et quand ça n'a pas marché, tu as monté ta famille contre moi pour détruire ma vie. Je te déteste. Je te déteste. J'écoutai le message 2 fois. Et là, j'entendis la vraie Claire. Pas la femme charmante que j'avais cru connaître, mais une créature empoisonnée, narcissique, incapable de voir sa propre trahison autrement que comme une conspiration contre elle. À cet instant, le moindre vestige de nostalgie ou de tristesse que je pouvais encore ressentir pour la femme que j'avais aimée s'évapora complètement. Il ne resta qu'un soulagement froid, ferme, celui d'un homme qui a échappé à un immeuble en flammes juste à temps. Je supprimai le message vocal. Le dernier fil était rompu. Mon silence, apparemment, était la seule chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, et cela la rendait folle. Un an entier s'était écoulé depuis la nuit au Giovannies. Un an de reconstruction délibérée, rebâtissant ma vie brique par brique, avec douleur et détermination. Ce soir-là était la célébration de cette nouvelle fondation. J'assistais à la cérémonie annuelle des Guild Architectural Awards, dans la grande salle d'un hôtel du centre-ville.
L'air y vibrait d'ambition et de succès, saturé du tintement des coupes de champagne et des rires confiants. Mon entreprise venait de remporter le prix du projet de l'année pour le musée sur lequel j'avais laissé une partie de mon âme et j'en étais l'architecte principal. Vêtu d'un costume sur mesure qui ressemblait moins à un déguisement qu'à une armure, je ressentais une paix que je n'avais plus connue depuis longtemps. J'étais entouré de collègues, de gens qui respectaient mon travail et m'avaient soutenu pendant les mois silencieux et difficiles. J'étais heureux. Vraiment, profondément heureux. Je venais de descendre de la scène, le trophée de verre lourd et froid dans les mains, mes collègues me félicitant, quand je la vis. Elle se tenait à l'écart, à la lisière du grand salon, à un monde de distance du centre vibrant où je me trouvais. Elle accompagnait quelqu'un, accroché au bras d'un homme que je reconnus vaguement d'une entreprise concurrente. Elle paraissait diminuer. L'énergie éclatante, le magnétisme qu'elle avait autrefois, avait disparu, remplacé par une nervosité épuisée. Ses yeux, grands, avides, étaient fixés sur moi. Elle me regardait pendant que les gens me serraient la main, pendant que mon patron portait un toast en mon honneur. Elle observait une vie qui aurait dû être la sienne. Plus tard, je me dirigeai vers le bar pour prendre un verre d'eau, cherchant un instant de solitude. C'est alors qu'elle bougea, se détachant de son cavalier pour m'aborder avec une détermination désespérée. « Dylan », dit-elle dans un souffle nerveux. « Waouh, tu es magnifique. Je t'ai vu sur scène. Je suis tellement fier de toi. » Son compliment sonnait comme une monnaie d'un pays que je n'acceptais plus. « Merci, Claire », répondis-je d'un ton poli, professionnel, totalement détaché. C'était la voix que j'utilisais pour traiter avec des entrepreneurs difficiles. « Écoute », commença-t-elle en tordant une serviette entre ses doigts. « Je sais que mon dernier message était insensé. J'étais dans un très mauvais endroit. La personne qui t'a dit ces choses, qui a fait tout ça, ce n'était pas moi. Je fais une thérapie. J'ai changé. Je réalise ce que j'ai perdu. » Je bus une gorgée lente d'eau, sans quitter son regard suppliant. « Je suis content que tu cherches de l'aide, dis-je simplement. » Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat pathétique d'espoir, interprétant mal ma civilité pour une ouverture. « Et moi ? Est-ce qu'une partie de toi regrette ce qu'on avait ? » C'était la dernière question, le dernier souffle désespéré d'un fantôme de mon passé. Je posai mon verre sur le comptoir et me tournai complètement vers elle. Pas avec colère, mais avec la calme assurance d'un homme qui connaît enfin sa valeur. « Je regrette la personne que je pensais que tu étais, dis-je, la voix claire et ferme. Mais j'ai compris que cette personne n'a jamais vraiment existé. Celle que tu es vraiment, celle capable de me regarder dans les yeux et de dire ces mots devant ma mère, le soir de son anniversaire, cette personne-là, je n'ai aucun intérêt à la connaître. » Des larmes emplirent ses yeux. « Mais, les gens font des erreurs. J'ai commis une terrible erreur. » « Non, Claire, » corrigeai-je d'une voix inébranlable. « Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Un choix que tu as fait, chaque jour, pendant 6 mois. Tu as choisi de mentir, de me tromper, de m'humilier de la manière la plus publique possible. Mais au final, tu m'as appris une leçon précieuse. »« Quelle leçon ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu m'as appris à ne plus jamais laisser quelqu'un avoir autant de pouvoir sur mon bonheur. Tu m'as appris que ma paix intérieure est la chose la plus précieuse que je possède. Depuis cette nuit, j'ai construit une vie bonne, paisible, complète et je ne te laisserai pas revenir pour la détruire. Adieu, Claire. » Je n'attendis pas de réponse. Il n'y avait plus rien à dire. Je pris le trophée posé sur le comptoir, lui adressai un dernier signe de tête indifférent, et lui tournai le dos pour la dernière fois. Je marchai de nouveau vers la chaleur et la lumière de mes collègues, qui m'accueillirent avec des sourires et des verres levés. Mon patron passa un bras autour de mes épaules, m'entraînant dans une conversation sur notre prochain projet. Les rires étaient vrais, la camaraderie authentique, et l'avenir brillait. J'étais chez moi. Je ne me retournai pas, mais je pouvais sentir sa présence derrière moi, un petit point froid dans une salle pleine de chaleur. Le dernier souvenir que je garde d'elle n'est pas une image que j'ai vue, mais une vision claire comme du cristal. Claire, seule, dans une robe empruntée, à une fête où elle ne connaissait personne. Un fantôme observant une vie qu'elle avait, de son plein gré et avec cruauté, jetée aux oubliettes. Elle n'était plus qu'une spectatrice éphémère de mon succès, une simple note de bas de page dans une histoire qui, enfin, m'appartenait entièrement. Commentaire Monsieur Reddit. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la colère,
ni le mépris. C'est le silence. C'est le fait de continuer, de réussir, pendant que ceux qui t'ont détruit se consument à regarder ce qu'ils ont perdu.